5 juin 1946, comté de Los Angeles. Il est 3 heures du matin. Une voiture pénètre illégalement dans le marché à viande désert de Glendale. L'homme qui en descend porte d'épaisses lunettes. Il guette. Soudain, il brandit d'immenses tenailles et brise la chaîne qui ferme la porte d'un entrepôt. Tout à coup, les phares d'une voiture l'éblouissent. À l'intérieur du véhicule, un policier. L'agent Roosevelt fait un contrôle d'identité. Brusquement, le rôdeur tire 9 balles sur le policier et s'enfuit par les égouts. Le fugitif, c'est Erwin Walker, que l'on surnommera bientôt Machine Gun. Personne ne sait encore que ce vétéran de la Seconde Guerre mondiale a une obsession des armes et mène une guerre seul contre tous. Stéphane Bourgoin, le spécialiste des grands criminels, les a rencontrés aux 4 coins de la planète. Ils nous racontent leur histoire. L'affaire Erwin Machine Gun Walker commence à l'aube ce 5 juin 1946. L'officier Roosevelt est à terre, gravement touché. Il est incapable de regagner sa voiture pour atteindre sa radio, appeler les secours. Le marché est désert. Les voisins, réveillés par les coups de feu, donnent l'alerte. Roosevelt est transporté d'urgence à l'hôpital. Il a 9 balles dans le corps. Avant de mourir, il a le temps de livrer à ses collègues le signalement de son assassin. Il l'assure, l'homme est extrêmement dangereux et maîtrise les armes les plus perfectionnées du moment. Bonne intuition. Les enquêteurs fouillent la voiture que le tueur a abandonnée sur les lieux de son crime. Elle contient de quoi faire sauter une banque, de la dynamite, des armes lourdes, chargées, prêtes à l'emploi, et tout le matériel nécessaire pour des braquages. La première victime de Machine Gun Walker est un policier. Autant dire que désormais, le tueur a tous les flics de Los Angeles sur le dos. Par prudence, il décide de se faire oublier un peu. Il accepte des petits boulots et renonce au trafic d'objets qui le fait vivre. Mais très vite, il reprend le fil de sa vie. Il détient de nombreuses voitures volées qui lui servent à entreposer son matériel guerrier. Des armes qu'il entasse depuis plus d'1 an. Son armurerie personnelle, impressionnante. Pour blanchir ses véhicules volés, Walker se lance dans la fabrication de fausses plaques d'immatriculation et de faux permis. Il ne laisse rien au hasard. Qui est cet homme ? Quel est véritablement son but ? Erwin Walker est né en 1918 à Glendale, en Californie. C'est un jeune homme bien sous tout rapport, un père ingénieur, un oncle procureur, une famille aimante. Walker est un as de l'électronique et fait de brillantes études. Son premier job, il le décroche même au sein de la police de sa ville natale, comme responsable de la radio interne. Rien ne pouvait laisser présager que ce jeune homme allait basculer dans le crime. C'est la Seconde Guerre mondiale qui change son destin. Walker est lieutenant dans l'armée, responsable des systèmes de radar. Il est posté à l'arrière-base en Australie, lorsqu'en juin 1944, il est envoyé sur l'île de Leyte, aux Philippines. Sa mission, installer un poste de surveillance électronique sur l'île. Là, il commet une erreur qui ne se pardonnera jamais. Le matériel électronique n'a pas pu détecter l'attaque ennemie. Il a négligé de poster une sentinelle. Le lendemain, lorsqu'il retourne à Leyte, il retrouve son meilleur ami parmi les victimes d'un assaut surprise des forces japonaises. Il passe la nuit à combattre et s'illustre comme un bon meneur d'hommes, mais c'est le traumatisme de sa vie. À partir de ce moment-là,
Walker ne sera plus jamais le même. À son retour, il entre dans une profonde dépression. Il devient imprévisible, colérique, se renferme. Il serre encore sous les drapeaux quand il commence ses premiers braquages d'armes. C'est son syndrome post-traumatique. Walker devient obsédé par les armes à feu, ce qui lui vaudra son surnom de Walker la mitraillette. Son tout premier braquage se déroule en août 1945. Walker pénètre dans un entrepôt de munitions de l'armée et vole une réserve impressionnante d'armes automatiques dernier cri. Il a trouvé sa raison de vivre. Elle est à l'écart du droit chemin. Walker va devenir un criminel armé jusqu'aux dents. Mais pour quelle raison ? Walker a un but. Il veut rassembler des fonds et l'équipement nécessaire pour construire une machine à tuer de son invention. Bref, Walker se prépare à semer la terreur pour faire pression sur le gouvernement. Sa revendication, augmenter la paye des soldats et faire exploser le coût de la guerre. Ainsi, la nation perdrait tout intérêt économique à aller au front. Walker se considère comme un justicier pacifiste. Il est tout le contraire, un criminel implacable qui confond le bien et le mal. À ce stade, Walker est animé par une mission implacable. Il lui faut de l'argent, des armes. Sa méthode, les braquages. En un an, il parvient à amasser pour 70 000 $ de matériel qu'il entrepose dans un garage. À partir de ce moment-là, tout ce qui compromettra son projet sera considéré comme un dommage collatéral. Avis à la police de Los Angeles. Mais Walker, le vétéran rongé par la culpabilité, est-il réellement prêt à tuer ? Nous sommes le 25 avril 1946. Walker veut revendre du matériel cinématographique qu'il a dérobé dans une société de production de films. Il a besoin d'argent. Sous un nom d'emprunt, il se fait passer pour un vendeur auprès de Willard Starr, un ingénieur du son. Dès le début, Starr a le sentiment qu'il s'agit de marchandises volées. Il contacte la police, le guet-apens est prêt, Walker arrive, pressé au rendez-vous. Dans la rue, les inspecteurs Johnson et Forbes l'interpellent. Et là, tout va très vite. Walker tire, les balles fusent de part et d'autre. Soudain, le revolver de Johnson s'enraye. L'inspecteur est touché d'une balle dans le ventre. Walker, lui, est atteint à l'estomac et à la jambe gauche. Mais il trouve la force de se retourner et loge une balle dans la moelle épinière de Forbes. Les deux inspecteurs sont à terre. Walker, lui, est déjà loin. L'ancien soldat est un bon tireur d'élite, doté d'une forte résistance. Pour la première fois, Walker tire sur la police. Cette fois-ci, pas de cadavre. Mais à présent, Walker risque gros. Rien ne l'arrête. Il affine même son plan. Il se met à fabriquer des explosifs dans son garage. Tout est prêt pour passer à l'action. Mais 3 semaines seulement après ce premier incident, Walker tue l'officier Roosevelt le 5 juin 1946 et tout se complique. Walker doit être vigilant. Les policiers sont sur les nerfs depuis qu'il a tué Roosevelt. Il possède son signalement. Walker ne perd pas sa mission de vue. Il se déplace beaucoup. Dans ses voitures volées, il transporte le matériel qu'il dérobe et recèle. Il est armé jusqu'aux dents. Mi-décembre 1946, il roule sur Hollywood Boulevard quand 2 policiers lui font signe de s'arrêter sur le bas-côté. Sous son siège, il a une mitraillette. Si les motards lui demandent de sortir, il tire. Les 2 hommes s'approchent et donnent un simple avertissement au chauffeur. Quand ils s'éloignent, ils ignorent qu'ils viennent d'échapper à la mort.
Comment se fait-il qu'il n'ait pas reconnu Walker? Le portrait robot de l'homme est placardé dans toutes les centrales de la ville. Nous sommes le 20 décembre 1946, une semaine à peine après cette arrestation avortée. Les policiers ont localisé l'appartement de Walker. Il est 2 heures du matin, l'opération commence. Les 3 inspecteurs chargés de l'assaut ont le souvenir de leur collègue Roosevelt dans la tête. Ils ont le devoir de ressortir avec Walker menottes au poing. Ils ouvrent la porte avec la clé donnée par le propriétaire. Ils comptent sur l'effet de surprise. Walker dort dans sa chambre, un calibre 45 sur sa table de chevet. Dès qu'il entend les policiers surgir dans le salon, il se jette sur sa mitraillette, mais un policier bondit sur lui et l'étrangle avec cette même arme pour le faire céder. Walker reçoit 2 balles, un coup de crosse sur la tête avant de se rendre. C'est un soldat, un stratège intelligent, un combattant de taille. Mais cette fois, c'est fini, ou presque. En juin 1947, Walker est condamné à la chambre à gaz, mais dans le couloir de la mort. 36 heures avant son exécution, il tente de se suicider. C'est en fait la chance de sa vie. Machine Gun Walker est alors déclaré irresponsable de ses actes et interné. Ses aveux de 1947 sont annulés. En 1974, il est relâché, blanchi. Il change de nom et devient chimiste dans le sud de la Californie pour s'offrir une nouvelle vie. Comme si cet épisode n'avait jamais existé, avec, sur la conscience, le souvenir de Roosevelt, le policier qui l'a tué.